Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue chez Contexte, très heureuse de vous accueillir pour un nouveau live consacré à la COP30 qui se tiendra au Brésil jusqu'au 21 novembre. Le sommet des leaders, ça ne vous a pas échappé, des chefs d'État s'ouvre aujourd'hui dans quelques heures à Belém, justement au Brésil. Notre regard, notre obsession, comme toujours, vous proposer l'information la plus utile possible. Alors on est ensemble pour 45 minutes pour décliner plusieurs questions. En quoi cette COP30 est-elle un test pour la gouvernance climatique mondiale ? L'Union européenne peut-elle encore jouer un rôle de leader en la matière ? Les COP climat ont-elles encore un intérêt ? Sont-elles encore utiles ? 45 minutes pour dérouler ces grandes lignes, mais aussi évidemment, comme à chaque fois, répondre à vos questions. Alors allez-y, je vous en prie, je les attends en direct dans le chat. Avec moi aujourd'hui, pour se projeter un peu sur la suite, deux journalistes de Contexte les plus à même de vous éclairer. Comme à chaque fois, pourquoi ? Parce qu'ils vont s'envoler dans quelques jours pour le Brésil. Victor Hugo-Hagueng, bonjour. Bonjour Lucille, bonjour à toutes. Victor, tu es journaliste pour notre édition Environnement à Paris. Tu seras donc au Brésil dans quelques jours. De quoi vas-tu nous parler aujourd'hui ? Je vais essayer de vous convaincre que suivre la COP vaut la peine de dépenser du temps, de l'argent et du kérosène. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Damien Génicaud, bonjour. Alors Damien, tu es en duplex avec nous depuis Bruxelles. Tu es journaliste pour notre édition Énergie à Bruxelles, justement. De quoi vas-tu nous parler aujourd'hui, Damien ? Alors moi, je vais surtout vous parler d'atténuation climatique, qui est un des grands enjeux de cette COP, et aussi des négociations qui ont eu lieu à Bruxelles. Merci beaucoup Damien, merci à tous les deux. On plonge dans le cœur du sujet et j'en profite pour dire à notre réalisateur Hugo que j'ai un petit problème de retour son sur Damien et que je n'entends pas ce qu'il me dit, ce qui peut poser quelques petits problèmes pour ce live. Merci, on attaque tout de suite notre première partie, une préparation erratique, première partie consacrée à la préparation en amont de cette COP30, une préparation complexe à plus d'un titre évidemment. Jusqu'à la dernière minute, très peu de dirigeants avaient confirmé leur venue pour ce fameux sommet des chefs d'État qui se tient donc en amont de la COP aujourd'hui et demain au Brésil. Emmanuel Macron a fait le déplacement. Alors Victor, qu'est-ce qu'on en attend ? C'est un peu l'avant-COP, ce sommet des leaders comme on l'appelle. Qu'est-ce qu'on en attend de ces 2 jours ? C'est ça, exactement, c'est l'avant-COP. Donc finalement, il y a une 60aine de chefs d'État et de gouvernement qui vont s'y rendre. C'est une ville qui est compliquée d'accès. La logistique a été très tendue jusqu'à la fin. Il y aura moins de membres dans les délégations que dans les COP précédentes, du fait de l'accès difficile. Mais donc on attend les premiers ministres britanniques, espagnols. Il y a Emmanuel Macron qui s'y rend, le vice-premier ministre chinois, Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne. Et donc aujourd'hui, il y a eu deux actus importantes aujourd'hui. Donc hier soir, les présidents de la COP 29 et donc en Azerbaïdjan et la COP 30, donc au Brésil, ont publié un document très attendu, la feuille de route Bakou-Belém, Bakou to Belém Roadmap. Donc c'est un document qui est censé expliquer comment on arrive à plus de financement public et privé pour le climat d'ici 2035. Et bon, le document est un peu décevant des premiers retours qu'on a eu parce qu'il ne dit pas clairement, notamment, comment il y aura plus d'argent public. L'objectif d'argent public pour le financement climat a été multiplié par 3, en fait, l'an dernier à Bakou, donc de 100 milliards de dollars en 2025. On est passé à 300 milliards de dollars d'ici 2035 d'argent public. Et donc le document ne précise pas exactement ça. Ok. Il y a aussi des annonces attendues aujourd'hui sur la forêt, en fait, puisque c'est, étant donné que la COP se déroule au Brésil, en plein cœur de l'Amazonie, donc le président Lula et la présidence brésilienne ont vraiment voulu mettre l'accent sur la forêt, et en fait ont remis au goût du jour depuis plusieurs années un projet qui était porté historiquement par la Banque mondiale, donc de fonds pour la forêt tropicale. Donc c'est le fonds pour la forêt tropicale pour toujours, littéralement. Et donc l'idée, c'est de lever avec de l'argent public, donc 25 milliards, de l'argent privé, 100 milliards, pour financer en fait le maintien de la forêt tropicale dans les principaux bassins forestiers de la planète, donc Amazonie, Congo et Asie du Sud-Est. Et donc il y a quelques réticences, quelques débats sur
sur ce projet, en fait, sur ce qui va vraiment apporter du nouveau. Voilà ce qu'on attend aujourd'hui, ce qu'on peut vous dire sur ce fameux sommet des leaders. Alors évidemment, ça ne vous aura pas échappé, cette COP 30, elle se tient 10 ans après l'accord de Paris, et c'est pour ça que c'est une COP climat qui compte et qu'on suit avec beaucoup d'assiduité chez Contexte. Victor, c'est l'accord de Paris, tu l'as couvert pour Contexte. C'est ça. Voilà, il y a 10 ans, tu étais déjà là et tu étais déjà présent pour suivre ces questions-là chez Contexte. Donc, tu as évidemment le recul pour nous expliquer un petit peu si toutes les règles et grands principes de droit qui avaient été négociés à l'époque sont entrés aujourd'hui en application, où on en est 10 ans après. Alors, tout a été adopté et négocié et ingéré en droit onusien, donc ça a mis 10 ans, effectivement. Un des derniers gros piliers de l'accord de Paris, c'était l'article relatif au mécanisme de carbone, crédit carbone. Donc le fait de pouvoir en fait acheter des émissions carbone, des quotas carbone hors de son territoire national en fait pour participer à la baisse de ces émissions. Et donc ça a abouti l'an dernier. Alors maintenant il faut mettre ce mécanisme maintenant en œuvre. C'est aussi un des enjeux de la COP. Mais sinon, effectivement, tout a été appliqué. Donc, en fait, techniquement, il ne reste plus rien à négocier. C'est ça qui est un peu peut-être compliqué, paradoxal. Plus rien à négocier là à la COP 30. Il n'y a pas d'ordre du jour précis des négociations. Okay. Donc, c'est ça qu'il faut avoir en tête. Et donc là, c'est vraiment l'idée de, en fait, comment est-ce qu'on va plus loin pour relancer l'ambition climatique mondiale. Parce que c'est l'enjeu. Est-ce que justement cet accord, il était quand même qualifié à l'époque de très ambitieux. C'est ça. Mais en même temps avec ce sentiment qu'on était déjà au pied du mur et qu'il fallait de toute façon prendre des décisions qui peuvent être considérées comme assez radicales par certains. Est-ce qu'il a eu l'effet escompté cet accord aujourd'hui ? Est-ce qu'il a produit des effets ? Sur le papier, oui, il a eu les effets escomptés puisque donc en fait au cœur de l'accord de Paris, il y a donc les engagements climatiques des États, les fameuses NDCs. Donc l'UE vient d'adopter la sienne dans la douleur hier matin. Et donc l'idée, c'est que en fait les États prennent des engagements climatiques et les mettent en œuvre. Donc s'ils sont mis en œuvre, ces engagements climatiques sont censés limiter le réchauffement climatique entre 2,3 et 2,5 degrés. Donc ça, c'est des chiffres qui sont sortis avant-hier par le Programme des Nations Unies pour l'environnement, alors qu'avant l'accord de Paris, c'était plus 4 degrés. Donc il y a eu un effet. Il y a eu un effet. Ça reste quand même très éloigné de l'objectif de l'accord de Paris, qui est de limiter très en deçà de 2 degrés, voire, si possible, 1,5 degré. Il y avait une donnée qui était intéressante, et je me tourne vers toi, Damien. Alors bon, c'est un peu l'usage à chaque COP, mais les négociateurs, en gros, se réunissent en amont pour préparer cette rencontre. C'était mi-octobre, on a remarqué notamment chez Contexte que seule une 60aine de pays avaient remis leur feuille de route climatique à l'époque. Alors ça a un petit peu augmenté évidemment depuis mi-octobre. Et sur l'ensemble des participants, on avait noté aussi que seuls deux, à savoir la Norvège et le Royaume-Uni, respectaient finalement l'accord de Paris, Damien. Donc on était quand même très loin du compte. Tout à fait. Donc en fait, ces feuilles de route, c'était les fameuses NDC. Et elles devaient être mises initialement aux Nations Unies pour le 10 février. Elles doivent être actualisées tous les 5 ans. Et le calendrier, il est important parce qu'en fait, les Nations Unies doivent produire un rapport de synthèse de ces NDC pour faire le point, voir un peu où on en est. Le Royaume-Uni faisait figure d'exemple, en effet, comme tu l'as dit, parce que il prévoyait une réduction de leur émission de 80% d'ici à 2035 par rapport à 1990. Et il y a beaucoup de partis qui n'avaient pas remis leur émission pour le 10 février, notamment l'Union européenne qui l'a seulement rendu hier. Oui, on va en parler évidemment parce que vous avez des questions sur cette contribution européenne. Un mot peut-être encore avec toi d'abord, Victor, sur l'amont de cette COP. Bon, finalement, la Maison-Blanche l'a fait savoir il y a quelques jours, il n'y aura pas de délégation américaine à la COP. On n'est pas complètement surpris, mais est-ce que ça veut dire que finalement les États-Unis n'existeront pas du tout quand même dans cette séquence ? Parce que bon, c'est quand même un des... Alors, pas de délégation de haut niveau. Voilà. Donc, pas de diplomate américain en tant que tel, parce que c'est normal vu que c'est l'administration Trump et que ça fait donc 2 fois que cette administration sort de l'accord de Paris.
sachant que les États-Unis en fait ont toujours été réticents à adhérer au moindre accord international sur l'environnement. Ils n'ont jamais été partis au protocole de Kyoto, donc qui était précédé, je vais y arriver, pardon, qui précédait l'accord de Paris. Et donc après, il y aura quand même beaucoup de représentants des États fédérés et des villes qui seront présents. Et donc l'idée, c'est de continuer à avoir de l'ambition climatique internationale avec ces acteurs-là. Mais le sujet, c'est quand même que les COP restent réservées aux États, en fait. C'est les États qui négocient entre eux. Donc, a priori, ces acteurs-là n'ont pas voix au chapitre en droit onusien. Même si on sait que, effectivement, entre l'administration Trump et des initiatives qui peuvent se passer au niveau local, il se passe quand même des choses aux États-Unis et que le seul niveau étatique n'est pas suffisant pour lire l'engagement d'une communauté en la matière. Alors, on a parlé de la contribution européenne. Alors, je ne sais pas comment on peut qualifier cette séquence qu'on a suivie ensemble depuis quelques jours. Je pense que Damien est le mieux placé pour répondre à cette question. On a donc l'Europe, qui a eu un mal fou à s'afficher comme moteur sur le climat, qui a eu toutes les peines du monde à s'accorder sur cette fameuse CDN. Dernier exemple en date, donc ce rocambolesque Conseil des ministres de l'Environnement qui s'est tenu à Bruxelles en tout début de semaine. Question de Gary, qui nous remercie pour ce live. Merci pour votre question, Gary. Quel sera l'impact de la révision à la baisse de la cible 2040 lors du Conseil en vie du 4 novembre sur la position de l'UE à la COP30? Peut-être avant de répondre à Gary, Damien, pourquoi ça a été si difficile de se mettre d'accord à Bruxelles sur cette position, sur cette contribution? Alors, je voudrais d'abord dire que je m'entends en écho, ce qui est un peu perturbant. Donc, désolé si je parle bizarrement. Il faut savoir que pour la NDC ou CDN de l'UE, elle doit être adoptée à l'unanimité par les États membres, ce qui rajoute déjà beaucoup de difficultés. Il y avait un gros désaccord entre les États membres sur la manière de définir la NDC, et en particulier l'objectif 2035 qui sera inscrit dedans. La présidence du Conseil, la présidence danoise et la Commission européenne, soutenue par d'autres pays, voulaient utiliser l'objectif climatique 2040 de l'UE, qui était en cours de négociation, pour définir l'objectif 2035 à inscrire dans la NDC. D'autres pays voulaient utiliser les objectifs qui sont déjà dans la loi climat de l'Union européenne, c'est-à-dire l'objectif 2030 et 2050. Et donc, pour l'objectif 2035, on aurait eu soit un objectif de 66%, si on utilise cette approche numéro 2. Si on utilise la première approche, on arrive à un objectif de 72,5% de réduction des émissions à l'horizon 2035. Donc, on voit qu'il y avait quand même un fort écart. Et les négociations sur l'objectif 2040 ont duré très longtemps, ont été très compliquées. Tant qu'elles n'étaient pas finies, on ne pouvait pas définir l'objectif 2035 et donc envoyer la NDC aux Nations Unies. Et donc, au final, quelle a été la piste d'atterrissage? Peut-être ce qui va nous permettre de répondre à Gary. Qu'est-ce qui s'est dit au Conseil en vie du 4 et qu'est-ce qu'on peut tirer un peu comme projection sur la position que va défendre l'Union européenne à la COP à partir de la semaine prochaine? Au final, ils se sont accordés sur un objectif de 90% pour 2040. Donc ça, c'est l'objectif qui sera inscrit dans la loi climat de l'Union européenne. Et pour la NDC, l'objectif 2035, ils vont utiliser en fait une fourchette. C'est la première fois que l'Union européenne fait ça. La fourchette est entre 66,25% et 72,5%. Donc les deux chiffres que je vous ai présentés avec les deux approches différentes défendues par différents pays. Dans cette séquence, est-ce que y a des pays qui ont été plus réticents que d'autres? La France, notamment, a été pointée du doigt. On a essayé de comprendre aussi, nous, chez Contexte, cette espèce d'atmosphère où on avait l'impression qu'elle faisait un petit peu traîner les débats et qu'on allait se retrouver un petit peu comme ça s'est passé, à la dernière minute, à devoir atterrir sur une position. Pourquoi? Quels ont été un peu les pays les plus difficiles à embarquer? Il y a certains pays qui sont connus pour ne pas être les plus ambitieux en matière de climat. Il faut
sein de l'Union européenne, notamment aux pays qui dépendent encore beaucoup des énergies fossiles, comme la Pologne avec son charbon, la Hongrie, la Slovaquie, la République tchèque, etc. La France, normalement, elle est plutôt dans le camp des pays ambitieux en matière de climat. Cette fois-ci, elle a joué un rôle parce que en juin, Emmanuel Macron a fait une sortie en disant qu'il fallait prendre plus de temps, laisser le temps au débat démocratique pour négocier la cible 2040. Que ce qui était vraiment urgent, c'était l'objectif 2035 et la NDC, vu que la COP approchait. Mais suivre cette approche, c'est un peu enlever la pression d'un objectif 2035 ambitieux, vu que ça décorrèle l'objectif 2035 et l'objectif 2040. Donc, on explique comme ça la réticence, et c'est quelque chose que tu as observé toi aussi vu de Paris, Victor, cette ambivalence française. En tout cas, il y a un truc assez intéressant à regarder, c'est que dans le paquet donc, qui a été négocié hier et que Damien a suivi à Bruxelles, donc il y a le report de l'extension du marché européen du carbone à plusieurs secteurs, mais qui auraient touché directement les particuliers, donc bâtiments, chauffage et transport. Donc la France n'a absolument rien fait pour mettre en œuvre ce dispositif au niveau national. Et hier, en gros, était assez contente finalement de pouvoir mettre le report de ce mécanisme d'un an sur le dos des pays d'Europe de l'Est et d'Europe centrale. Alors que voilà, donc après vraiment, il faut avoir en tête l'objectif, donc moins 90% en 2040, c'est quand même vraiment un objectif en phase avec la science. C'est vraiment un objectif quand même assez dingue quand on y pense. Enfin, moins 90% d'émissions dans 15 ans. C'est vraiment des changements structurels majeurs, quoi. Enfin, faut vraiment avoir conscience de ça, je pense. Victor, donc cette COP30, on l'a dit, hein, c'est un point d'étape majeur. Je ne sais même pas si c'est vraiment un point d'étape, mais en tout cas, c'est un moment clé 10 ans après l'accord de Paris. Peut-être qu'on peut en rappeler très simplement les termes pour ce qu'on n'a pas déjà évoqué ensemble. Donc c'est vraiment, en fait, c'est une auberge espagnole, l'accord de Paris. C'est-à-dire que les pays y retrouvent ce qu'ils sont prêts à y faire. C'est une philosophie très différente du précédent grand accord international sur le climat, donc le protocole de Kyoto, qui est entré en vigueur il y a 20 ans d'ailleurs. Et le protocole de Kyoto, donc il appliquait vraiment un objectif absolu de baisse d'émissions de gaz à effet de serre sur les pays riches. Mais du coup, précisément parce que les États-Unis n'étaient pas dedans, avaient refusé de le ratifier et que plusieurs pays occidentaux, Japon, Australie, entre autres, en étaient sortis. Du coup, l'idée, c'était de renverser l'architecture de l'actuel accord climatique pour dire, en fait, c'est vous, les pays, qui allez dire finalement ce que vous pouvez faire. Donc, c'est bien parce que ça permet d'embarquer tout le monde, mais on voit les limites, puisque du coup, on ne tient pas les 1,5 degrés, et on ne tient pas les 2 degrés, et on tient encore moins les 1,5 degrés. Sous réserve que les pays, en plus, mettent en œuvre leurs engagements. Évidemment. On voit que c'est compliqué. Et ce qui est toujours pas simple. J'avais envie de te demander, Damien, quelle était la ligne de la Chine dans cette séquence, dans sa contribution à elle, la Chine premier émetteur au monde de CO2, loin devant, comment elle se positionne en amont de cette COP ? Alors, dans sa NDC, l'objectif 2035 pour la Chine, c'est de réduire ses émissions de 7 à 10% par rapport à un pic d'émissions qui n'est pas encore défini, en fait, mais qui pourrait se produire cette année. Cet objectif, il a été jugé assez décevant, notamment par la France et l'Union européenne. On estime que les émissions chinoises devraient baisser en fait de 30% pour être alignées sur l'accord de 2 degrés de l'accord de Paris. Mais il faut aussi savoir que la Chine est habituée à se fixer des objectifs assez bas et à les dépasser. Il faut espérer que ce sera le cas avec celui-ci aussi, mais elle a moins de pression à se fixer des objectifs ambitieux en l'absence des États-Unis et avec une Union européenne qui est apparue très divisée au moment d'adopter cette NDC. Merci beaucoup, Damien. Alors, peut-être une question de Christophe qui nous demande une précision. Peut-être que Damien ou Victor, vous pourrez lui répondre. Je vous la serre. Christophe nous demande, les 10% de crédit carbone accordés pour contribuer sont-ils seulement les EU ETS en l'occurrence, ou est-ce que cela concerne aussi le marché volontaire ? Est-ce qu'on est en capacité de répondre à Christophe ? Oui, alors
On ne sait pas encore très bien ces crédits carbone internationaux. Donc, l'idée que l'Union européenne pourra acheter des crédits carbone pour financer des projets de décarbonation dans des pays tiers et ensuite utiliser ces crédits carbone et les comptabiliser dans nos efforts de réduction des émissions. Cette idée, elle doit encore être développée. On ne sait pas encore bien qui va payer, comment s'assurer que ces crédits carbone sont vraiment liés à des baisses d'émissions réelles. Donc tout ça, ça doit encore être défini. A priori, la Commission ne veut pas que ces crédits carbone soient intégrés dans le marché du carbone de l'Union européenne, dans l'ETS. Super, merci beaucoup Damien. J'espère que ça répond en partie à votre question, Christophe, et n'hésitez pas à nous en poser tout au long de ce chat. Pour clore cette précision là-dessus, hier, Monique Barbu, la ministre française de l'Environnement, donc était auditionnée au Sénat et donc a évoqué qu'au cours actuel du marché du carbone, donc 5% de compensation hors du territoire de l'UE, ça équivalait à 5 ou 10 milliards d'euros de financement additionnel, donc ce qui est pour toute l'Union européenne, ce qui est à la fois beaucoup et peu en même temps. Et très peu en même temps sur le marché des 27. Avant de clore cette première partie, Victor, le Brésil, évidemment, c'est pas neutre que ce soit le Brésil qui organise cette COP. Il l'a qualifié de COP de la vérité, le président Lula en tout cas. C'était un défi logistique et politique. Tu l'as dit. Qu'est-ce que ça va apporter que ce soit le Brésil qui soit en présidence de cette COP 30? Alors déjà, c'est un pays qui a une longue tradition, enfin qui est très ancré dans la diplomatie environnementale internationale, avec le sommet pour la Terre, et puis d'autres événements environnementaux majeurs. Et donc là, le fait en Amazonie sur un sujet à la fois très local, donc les forêts, mais en même temps qui concerne tout le monde. Donc voilà, il y a un symbole très fort. Le Brésil, en plus, vient de réduire ses émissions de 14% l'an dernier. Donc plutôt encourageant comme exemple pour d'autres pays émergents. Et puis par ailleurs, voilà, c'est souvent un pays qui joue le rôle de pivot en fait d'un point de vue diplomatique entre le nord et le sud, et qui a une diplomatie internationale vraiment très très respectée et voilà, très robuste. Merci beaucoup Victor. Et pour aller plus loin, 3 articles de contexte qu'on vous partage en ce moment dans le chat. Climat, 9 changements clés pour l'accord de Paris, sous la plume de Victor ici présent. Cible climatique 2040, le chemin de croix de la Commission face aux réticences des États. Chemin de croix aussi pour Damien qui a couvert évidemment ces négociations pour Contexte. Et puis le plus récent, tout chaud chez Contexte Énergie, notamment ce matin, cible climatique 2040, le risque d'une victoire à la Pyrrhus, qui éclaire évidemment ce qui s'est passé tout récemment à Bruxelles lors du Conseil environnement et ce que ça peut nous donner comme élément pour la suite de cette COP. On passe à notre deuxième partie, un test pour la gouvernance climatique mondiale. Voilà, on a 190 délégations a priori qui vont se déplacer à Belém à travers une représentation soit au niveau ministériel, soit gouvernemental. Ce rendez-vous, c'est donc un test pour la gouvernance climatique mondiale. 2 constats encore avant de prendre vos questions. 10 ans après l'accord de Paris, Victor, on l'a dit, les contributions nationales restent insuffisantes pour limiter à 1,5 degré le réchauffement. Voilà, exactement. En gros, il reste 3 ans de budget carbone, donc de capacité d'émission de gaz à effet de serre au rythme actuel. On est à 55 gigatonnes en équivalent CO2 là par an. Mais pour tenir le 1,5 degré, pour avoir une chance sur 2 de tenir le 1,5 degré. Après, ce que tu me disais hier, c'est que ça pourrait être pire. Mais donc ça pourrait être pire parce que, effectivement, avant l'accord de Paris, on était vraiment beaucoup plus. Ça a été un défi aussi, car cette COP, c'est un défi, car ce sera un test pour surmonter aussi pas mal de divisions internes et géopolitiques au sein même de blocs climatiques comme l'Union européenne. Damien, on le voit, il existe vraiment des fractures qui sont notables. Oui, on a parlé donc de l'Union européenne. En fait, chaque pays a des craintes pour sa compétitivité, pour certains de ces secteurs qui sont importants pour leur économie respective.
pense notamment à l'Allemagne et à l'Italie et au secteur des voitures. Et donc, pendant les négociations sur 2040 et sur la NDC, chaque pays a essayé d'obtenir des garanties pour préserver la compétitivité de secteurs qui sont importants pour eux. Et effectivement, la compétitivité, c'est aussi le mantra du mandat d'Ursula von der Leyen, de son deuxième mandat à la tête de la Commission. On voit qu'il y a cette tension manifeste entre rester compétitif et en même temps réussir à suivre le chemin vers des engagements climat ambitieux. Alors, dans ce contexte, l'Union européenne, elle a jusqu'à présent toujours été perçue comme un leader. Est-ce que c'est encore le cas ? Est-ce qu'elle peut encore jouer ce rôle au regard de ce que tu nous as décrit, Damien, jusqu'à présent ? Alors, je dirais que la réponse dépend à qui on demande. Si vous demandez au commissaire au climat ou au COEXTRA, il vous répond que l'Union européenne a une loi climat très ambitieuse avec un objectif 2030, moins 55% de réduction des émissions, un objectif 2050 qui est la neutralité climatique et tout un attirail législatif pour atteindre ces objectifs assez développé, beaucoup plus ambitieux que bon nombre de pays. Si vous demandez à des ONG ici à Bruxelles, ils vous répondront sans doute que les négociations de 2040 ont vraiment un peu émaillé cette image de leader climatique de l'Union européenne. Et comment on en arrive là ? C'est peut-être une question un peu naïve, mais de passer de ce statut de leader à tout d'un coup, on descend un petit peu du piédestal et on se rend compte que finalement on entre dans autre chose. Est-ce qu'on a une réponse à apporter ? C'est un long processus. En fait, en 2019, l'écologie avait le vent en poupe. Il y avait les marches pour le climat, les jeunes dans la rue, etc. Les partis verts ont fait des bons résultats aux élections européennes. La donne a changé 5 ans plus tard. Il y a eu un retour de la droite au Parlement européen, dans des États membres, aussi à la Commission européenne. Et le monde aussi a changé avec de nouveaux défis. Et donc l'accent est beaucoup plus mis, comme tu l'as dit, sur la compétitivité. Et il y a une crainte que certaines des législations qui avaient été adoptées dans le cadre du Green Deal lors du mandat précédent puissent entrer en contradiction avec la compétitivité de l'Union européenne. Donc il faut arbitrer, on l'entend en t'écoutant. Victor, peut-être un élément complémentaire ? Un autre sujet aussi, je pense, c'est que en fait, la différence avec il y a 10 ans, c'est que là, on est vraiment dans la mise en œuvre. Il y a 10 ans, ça pouvait paraître lointain, finalement, les échéances actuelles, la neutralité carbone en 2050. Là, on est vraiment dans le dur, au moins 90% en 2040, dans le structurel. Et en fait, c'est ça qui peut-être peut tétaniser et faire prendre conscience aux gens qu'en fait, il y a besoin de changer de modèle. Donc, du coup, ça heurte les modes de vie actuels, quoi. Ça oblige beaucoup de gens à bouger et ça implique que des secteurs, en fait, économiques vont perdre, en fait, dans la transition. Et donc ça, c'est ça qui est compliqué à faire avancer. Et toi qui as suivi les négociations de l'accord de Paris, toi, tu as eu le sentiment à l'époque et que ça, finalement, c'était pas quelque chose qui était anticipé, qui était perçu, que les différents secteurs pouvaient sentir ? C'était perçu, je pense, mais pas de manière aussi... c'était pas sous le nez, là, des différents acteurs et des gouvernements. Intéressant, merci beaucoup. La France, justement, Victor, dans tout ça, comment elle se positionne ? On va pas se mentir, la situation politique est pas d'une grande stabilité. Quelle est sa voix ? Quel est son poids dans ces discussions ? Donc plutôt affaibli, puisque il y a un président qui y est pour le sommet des leaders, mais qui est en difficulté sur la scène nationale. Donc je pense effectivement les gens qui vont l'observer, l'écouter là-bas vont se demander quelle est la portée en fait de ce qui est dit. Il y a la situation budgétaire qui fait que traditionnellement avant dans les COP étaient attendus parce que souvent les États pouvaient dégainer comme ça des nouveaux objectifs, des nouvelles annonces de financement Nord-Sud. Donc là, en fait, le budget de l'aide publique au développement est en baisse depuis plusieurs années. Et donc ne va pas être réaugmenté dans le budget 2026 si celui-ci est adopté. Donc voilà, beaucoup de... Et puis certes, on a une ministre de l'Environnement
donc qui est très aguerri sur ces sujets, étant donné son parcours. On peut peut-être rappeler qui est Monique Barbu, qui vient d'être nommée. Hein. Exactement, donc ex-présidente du WWF, qui connaît très bien ces sujets. Elle a été secrétaire générale de l'organisme onusien qui s'occupe de désertification. Et donc c'est un premier test pour elle, en fait. Mais voilà, encore une fois, le gouvernement paraît tellement fragile et a tellement peu de marge de manœuvre budgétaire que ça paraît délicat. Et puis après, voilà, encore une fois, ça va dépendre de ce que veut faire la présidence brésilienne de cette COP. Donc, par exemple, elle n'a pas décidé pour l'instant de désigner Monique Barbu comme facilitatrice, donc pour faire avancer un sujet, un sujet thématique lors des négos. Donc, alors c'est une bonne cliente pour ça, a priori. Peut-être que c'est quelque chose qu'en tout cas on va observer pendant cette COP. On a parlé très brièvement avec Damien du regard que portent certaines parties prenantes sur cette séquence. Globalement, comment est-ce que c'est perçu à Paris comme à Bruxelles par les ONG, les lobbies de tous bords J'imagine que ça dépend un peu à qui on parle. Je ne sais pas qui veut répondre. Ce qui est sûr, c'est que les délégations seront moins fournies que d'habitude du fait de la complexité d'accès de Belém. Et puis après, il y a un bon indicateur en général, c'est de voir qui sont les représentants des lobbies pétrogaziers. Est-ce qu'ils sont ou pas embarqués dans la délégation nationale Le Brésil, c'est un État pétrolier. De longue date en fait, donc là il y a une polémique parce qu'il vient d'autoriser de l'exploration pétrolière au large de l'Amazone, mais en fait ça fait des années que c'est un état pétrolier, donc typiquement ce genre de contradiction qu'on va observer Damien et moi. D'ici quelques jours sur place. Damien, je voudrais juste ajouter sur cette question des délégations et à quel point elles seront fournies. Il y a beaucoup d'observateurs qui pointent aussi un risque de déséquilibre en fait entre des pays qui ont les moyens d'envoyer une grosse délégation et d'autres pays plus petits qui n'ont pas forcément les mêmes moyens. Il y a aussi un déséquilibre au secteur privé entre les organisations. Et ça paraît, c'est un sujet qui revient presque à chaque fois, mais peut-être encore plus avec ces difficultés d'accès au site de Belém, où effectivement c'est un défi logistique. On l'a dit, pour aller plus loin toujours, ces 2 articles de contexte sur les 9 changements clés depuis l'accord de Paris, pour vraiment vous remettre en tête tout ce qui a évolué depuis 10 ans, et puis sur cette cible climatique 2040, le risque d'une victoire à la Pyrrhus, sous la plume de Damien qui est avec nous. Aujourd'hui, j'en viens à notre 3e et dernière partie, un peu plus peut-être métaphysique, mais assumons-le. Les COP sont-elles encore utiles ? Certains acteurs, évidemment, doutent de leur capacité aujourd'hui à dépasser les déclarations d'intention, à produire des décisions contraignantes. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en la matière, la COP 28 qui s'était tenue à Dubaï avait marqué une espèce de tournant avec des engagements sur les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique notamment. L'objectif de la COP 30, c'est de poursuivre cette dynamique-là. Mais est-ce qu'on peut y croire, notamment sur les carburants durables, Victor ? Alors en fait, il y a plusieurs initiatives qui peuvent être lancées. Alors sur les énergies fossiles, c'est pas très clair en fait ce qui va vraiment être fait et comment il est possible de poursuivre ce qui avait été obtenu à Dubaï. Donc à Dubaï, il n'y a pas de sortie des énergies fossiles qui est mentionnée, mais c'est plutôt c'est écrit transitioning away, donc une sorte de bifurcation, si on peut le traduire comme ça. Après, il y a une initiative que la France essaie de porter, c'est sur la taxation de l'aviation de luxe. Donc pour l'instant, il n'y a qu'une petite dizaine d'États qui est membre de cette coalition. Et donc c'est un mécanisme qui existe en France depuis plusieurs années, c'est ce qu'on appelle la taxe Chirac. Et donc là il y a une grosse contre-attaque du lobby aérien sur ce sujet, et c'est pas trop porté au niveau international, mais clairement ça pourrait être plus ça pourrait s'étendre en fait là lors de cette COP. Et après il y a un autre enjeu lors de cette COP, c'est finalement s'accorder sur des règles en fait pour vraiment
donc des règles au niveau onusien, pour vraiment prendre en charge le sujet de l'adaptation, donc qui est mentionné dans l'accord de Paris, mais qui a vraiment été jamais traité au niveau onusien. Et donc, ne serait-ce que, par exemple, s'accorder sur des indicateurs pour voir comment on traite ce sujet. Donc, c'était pas... Qu'est-ce qu'on met derrière le vocable d'adaptation ? Exactement. Donc, on est parti de plus de 5000 indicateurs. Ok. Y a un groupe de travail onusien qui s'occupe de ce sujet à 100. Donc, l'idée, c'est de les peaufiner et surtout, ensuite, de mettre de l'argent dessus, parce que c'est des sommes gigantesques. L'adaptation, c'est un thème qui, jusqu'ici, qui revient dans les COP régulièrement, mais qui n'était pas vraiment traité. Parce qu'en fait, on n'avait pas le mur climatique aussi près de nous que maintenant. Et donc là, il faut clairement traiter ce sujet. Donc ça, c'est un des enjeux de la COP. Merci Victor. Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre peut-être je me tourne vers toi Damien, mais sur les questions de tarification du carbone, décarbonation de l'industrie, est-ce qu'il y a déjà des choses qu'on peut dire sur ce qui devrait atterrir à Belém ou c'est encore trop tôt pour avoir une idée claire ? Comme Victor l'a dit, les règles du jeu, en gros, sont presque totalement définies. Qu'est-ce que le détail à régler? Donc maintenant, sur la décarbonation, l'atténuation des émissions, ça va être vraiment une COP de la mise en œuvre. Et c'est là qu'on voit que les COP ont aussi leurs limites. Elles peuvent servir d'arène multilatérale pour lancer un mouvement. Mais après, il revient aussi au pays de mettre en œuvre des mesures pour réduire leurs émissions et essayer d'atteindre les objectifs sur lesquels ils se sont accordés pendant les COP. Alors une petite question, on a parlé de la Chine, on a parlé de l'absence d'une représentation officielle des États-Unis à Belém. On aurait pu se dire que la Chine aurait pu prendre le relais des États-Unis qui sont de fait beaucoup plus en retrait. Finalement, ça n'a pas été le cas. Est-ce que c'est vraiment pas le cas ? Et pourquoi ? Est-ce qu'on se l'explique ? Je ne sais pas si l'un ou l'autre a une réponse. Alors, expliquer c'est très compliqué d'avoir une réaction toujours des autorités chinoises. Donc, en fait, il faudra vraiment voir ce que dit le vice-premier ministre chinois aujourd'hui à Belém lors de ce sommet. Mais déjà, il y est, en fait. Oui, c'est déjà une différence. C'est déjà un signe. Voilà, Xi Jinping le président chinois a fait cette sortie sur la NDC lors de l'Assemblée générale des Nations Unies. Donc, voilà. Clairement, ils sont plus en retrait ils paraissent plus en retrait qu'à une époque, moins allants. Mais comme a dit Damien tout à l'heure, ils ont cet objectif chiffré pour la première fois. Alors certes, par rapport à une valeur de référence qui n'est pas connue, mais voilà. Donc c'est compliqué de dire exactement pourquoi finalement ils ne sont pas plus allants et pourquoi ils n'ont pas pris le relais des États-Unis. Mais en tout cas, finalement, quelque part, ils le prennent, même si pas à la hauteur de ce qui était attendu par certains acteurs. Alors, 2 questions avant de clore ce live ensemble. 2 questions qui ne sont pas forcément faciles à adresser. On avait envie de le faire quand même. Qu'est-ce qui fait que cette COP sera un succès ou un échec ? Est-ce qu'on a déjà des critères pour le dire et pour permettre d'observer les choses d'une manière ou un peu différente ? Succès ou échec, ça reposera sur quoi ? Alors, succès, c'est la capacité à relancer l'ambition climatique mondiale. Cette phrase est totalement creuse, mais c'est vraiment comme ça que c'est dit, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, là, donc, on a des engagements climatiques des États qui ne sont pas à la hauteur. Donc, comment on fait pour juste que les États améliorent ces engagements ? Ça, c'est clairement un objectif de la France. La France dit en gros c'est pas possible de juste arriver à la COP et dire ça marche pas donc passons à la COP 31. Après voilà, est-ce qu'il y aura une adhésion majeure, est-ce qu'il y aura une adhésion autour de ce projet-là? Puis voilà, finalement le Brésil parle de COP de mise en œuvre, mais il y a clairement des pays qui veulent notamment les pays en développement qui veulent mettre le financement de nouveau à l'agenda. De nouveau, c'est aussi une demande récurrente. Et clairement, les pays développés n'ont pas du tout envie. Ça a été dit explicitement hier lors de cette audition au Sénat par la ministre française de l'Environnement, pour des raisons budgétaires.
Et en gros, ce qu'elle disait hier, c'était, en fait, oui, on nous demande plus d'argent, donc jusqu'à 1300 milliards de dollars d'argent public et privé d'ici 2035. Mais pourquoi faire, en fait, puisque en face, il n'y a pas les engagements climatiques qui vont bien. Donc voilà, je pense que ça peut faire partie des deux critères d'observation. Et une autre question, est-ce que ce format de COP finalement à 130, 140, 150, 190 participants, il fonctionne encore à votre sens? Et sinon, quelle serait l'alternative finalement? Parce qu'on a un peu l'impression qu'on a une forme de... on a un questionnement sur l'utilité qui revient régulièrement. Ouais. Moi, je pense que c'est vraiment une critique récurrente des COP. Là aussi, ça va dépendre à qui tu poses la question. Mais bon, en tout cas, factuellement, s'il n'y a pas ces instances, s'il n'y a pas cette arène, en gros, voilà, c'est juste la fin du multilatéralisme et de la coopération. Donc, il faut bien qu'il y ait un espace, même s'il n'est pas efficace, même s'il est trop lent, voilà, pour faire progresser ces questions, parce que c'est un enjeu de survie. Et puis voilà, encore une fois, si on revient sur l'accord de Paris, voilà, c'est un texte vraiment de référence, qui a produit du droit. Là, l'objectif de moins 90% en 2040, dont parlait Damien, européen, il découle de l'accord de Paris. En France, le gouvernement a été condamné plusieurs fois par le Conseil d'État sur la base de l'accord de Paris. Il y a plusieurs projets d'extraction pétrolière en Gironde qui ont été abandonnés récemment sur la base de l'accord de Paris. En fait, voilà, on peut dire, oui, c'est certes inefficace, insuffisant, mais on produit du droit. Mais ça produit du droit et ça a des conséquences sur les pays et sur les gens et sur les entreprises. Donc voilà, moi, de mon point de vue... une arène, ce que tu me disais hier, un État, une voix, c'est la seule arène politique où finalement on est sur cet étiage-là. Exactement, c'est la seule arène où, sur le papier, évidemment, c'est plus compliqué que ça, mais un État égale une voix et tout le monde a voix au chapitre, même si, bien sûr, dans la réalité, c'est plus compliqué. Et plus subtil que ça. Merci beaucoup à tous les deux. Il est déjà... Oui, je t'en prie, Damien. Si je peux ajouter juste une chose sur la question du succès. Je pense que pour cette COP, ce sera particulièrement difficile de dire si c'est un succès ou pas, parce qu'elle est très différente des autres COP. Dans les autres COP, les observateurs allaient regarder les nouveaux objectifs, les nouveaux engagements qui sont inscrits dans les documents qui sont adoptés. Ici, ce sera vraiment difficile. On ne sait même pas quel document va être adopté à la fin de la COP, à quoi ça ressemblera, donc ça va être plus difficile à jauger. Ouais, les livrables sont encore très flous. Alors qu'elle va effectivement, sur ce point, merci Damien, c'est important parce que en fait, il y a un sujet sur va-t-il ou pas y avoir ce qu'on appelle une décision de couverture. Donc, en fait, en général, à la fin de chaque COP, il y a un enjeu de quel texte politique va être produit et adopté par les 180 et quelques parties à l'accord. Et donc là, en fait, au début, la présidence brésilienne a clairement dit non, qu'elle voulait pas de decision cover. Et finalement, en fait, elle est plus nuancée maintenant, en disant, en fait, si les pays l'exigent et veulent envoyer un signal politique fort, et peut-être qu'on va s'y résoudre. Donc voilà, on en est là. On en est là. Il est déjà 11h45. C'est la fin de ce live consacré à la COP30 qui va s'ouvrir à Belém au Brésil. Merci encore pour votre fidélité. Merci à Victor et à Damien pour leurs éclairages juste avant de partir pour le Brésil. Merci à Samuel et Yanis pour la modération, à Nicolas Kefelec et Frédéric Dubosc pour le design de notre beau décor. Dites-nous ce que vous avez pensé de ce format. Comme à chaque fois, ça nous aide toujours. Vous allez recevoir un questionnaire de satisfaction très rapide d'ici quelques minutes. N'hésitez pas à le remplir. Je vous dis à très vite. Et pour aller plus loin, évidemment, je ne saurais trop vous recommander de vous plonger dans les briefings de contexte de nos éditions Énergie et Environnement plus spécifiquement, puisque c'est surtout elles qui vont couvrir cette COP. On se retrouve à très bientôt pour un nouveau live.